on est dans une économie de l'attention. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça, justement, qu'on est dans une économie de l'attention, sans nécessairement, se le dire comme ça. Il y a bien du monde qui veut avoir le plus de likes possible, le plus de followers possible. Puis, à quelque part, puis là aussi, avec ta job, tu dois t'en rendre compte un petit peu aussi là, que tu sais, avoir des abonnés, puis du monde qui est sur ta plateforme plutôt qu'un autre. Ça, c'est vraiment ça, je pense qu'on est. La plus grosse chose qu'il y a, c'est l'attention des gens. Qu'est-ce que Hmm. t'en vois, toi? Ouais, bah ça me fait tout de suite rebondir sur l'aspect coaching, forcément, Ouais. qui est, comme on parlait en antenne, c'était la partie qui me passionne, qui me prend toute mon attention, justement. C'est la signifiance. D'après le modèle qui a été théorisé par Chloé Madanès, vraiment, moi je suis un étudiant Chloé Madanès et Tony Robbins, il y a, il y a 5 besoins essentiels, en fait 6. Un des plus, on va dire, sneaky, je trouve pas l'alternative française, vicieux, on va dire, c'est le besoin de signifiance. Et le besoin de signifiance, c'est celui-là où on a besoin de se sentir important, d'être utile et d'avoir une place aux yeux des autres. Et je pense que ta question a deux revers, en fait. Il y a la partie, euh, l'attention qu'on a besoin de capturer pour sa plateforme, que les gens, en fait, on valorise ta plateforme en fonction du nombre de personnes qui ont porté de l'attention sur ta plateforme. Et il y a l'attention qu'on porte aux gens eux-mêmes. Tu vois, que eux, en venant sur ta plateforme, en fait, ils se sentent qu'on s'intéresse à eux. Donc c'est un peu, je sais pas, lequel partie t'intéresse le plus. Je suppose que c'est plus la partie, l'attention qui est donnée à, comment on fait pour capturer l'attention des gens. Mais je pense que les deux sont liés, dans le sens où, Ouais. pour capturer l'attention des gens, il faut aussi qu'on s'intéresse à, ben, pourquoi on a besoin d'avoir de l'attention et en quoi, qu'est-ce que ça fait réagir chez nous, tu vois. Je pense que toutes les marques, toutes les campagnes marketing viennent toujours appuyer sur les bons triggers, sur les bonnes choses qui font que on réagit et on se dit, ah, j'ai envie d'être cette personne-là, j'ai envie d'appartenir à cette communauté. Mais ça revient toujours aussi à ce côté-là, de signifiance. Tu vois, ce besoin essentiel de signifiance, je pense que c'est intimement lié avec l'attention, en fait. Si tu veux avoir l'attention de quelqu'un, ben, parle à son besoin de signifiance, passe à son besoin de se démarquer et d'être reconnu. Et là, tu auras toute son attention. Là. En général, c'est souvent dans les premiers besoins. Donc, tu vois que des fois, il y a certaines campagnes marketing qui tu te dis, OK, OK, ils sont un peu allés volontairement. Tu sais, c'est comme un peu que tu donnes du sucre aux enfants, là. Ils, ils sont allés du sucre, du gras et du salé, là. Donner les trucs qui marchent le mieux. Des fois, c'est fait de manière élégante, des fois un peu moins. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à la question précisément. Ouais, Je dirais que c'est ça qui c'est plus pour commencer une conversation. Mais tu sais, Ouais, qu'est-ce que tu me disais que les besoins, j'avais jamais vraiment vu ça de ce sens-là, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que, tu sais, il y a un besoin de, tu sais, dans la pyramide de Maslow, c'est un besoin de s'accomplir, là. Mais ouais, ça serait dans le fond ce même principe-là. Je pense que ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. dans le fond la société où on est rendu, on a tellement de richesses qu'on a, tu sais, surtout dans l'Amérique du Nord puis en Europe, là, c'est assez rare le monde qu'ils ont de la misère à se trouver une place où vivre ou c'est de quoi manger, que c'est ces besoins-là là, qu'ils travaillent dessus tous les jours. Je pense que c'est ça qui, Ouais. peut-être qui fait qu'on est rendu à un point où est-ce que c'est le monde, les besoins qu'on est rendu, qu'on a ou c'est qu'on travaille dessus, c'est de se faire valoriser. Eh ben, c'est drôle que tu parles de ça, du modernisme et du fait qu'on a vraiment plus de problème de se nourrir, se loger. Néanmoins, je fais pas mal de routes ces derniers temps. Et je me suis mis Marissa Peer, comme la poire.
euh, en audiobook et le livre s'appelle I Am Enough. Mhm. Alors, tu as Chloé Malanès qui est la thérapeute qui travaille Anthony Robbins et elle est plus côté UK. Et j'ai trouvé son approche encore plus pertinente dans le sens où, pour ce domaine-là, dans le sens où elle réfère aux besoins primaires des êtres humains. Et que fait, quand on a besoin d'attention, de signifiance, et que les marketeurs jouent avec ça, ça vient du fait tout simplement que du temps des tribus ou du temps des petits groupes, si on n'était pas accepté par le groupe, si on ne créait pas cette appartenance, ben, on était vulnérable et on allait mourir parce qu'on était rejeté du groupe. Donc, il y avait un besoin de survie. Fallait trouver sa place. Fallait qu'on ait une certaine ascension sur nous parce que du coup, ah, lui, faut qu'on le garde parce qu'il est bon à ça, ça. Et un côté viscéral euh, qui est lié à ça. Tu vois, je fais le rapport avec le corps a gardé certaines réactions par rapport à ça. Nous deux, on a fait Landmark. Je sais pas si tu veux en parler ici. Ah oui, Euh, pas de problème. ouais. Et il y a eu un moment où un exercice qui est, en tout cas, moi, je trouve que c'est un super programme. Notamment l'exercice où, en tant que team leader, tu dois aller sur scène et parler devant 1000 personnes d'une phrase ou quatre cinq phrases, quelque chose d'assez simple. Mais le fait que tu montes sur scène, que tu sois vulnérable par rapport à tout ce monde-là qui est en train de te juger, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi j'étais complètement tétanisé par ça. J'arrivais pas à retenir les phrases et j'avais le cœur qui battait, j'avais voilà la peur que tout le monde a quand on parle en public. Alors que je me considérais comme quelqu'un d'extraverti, qui est à l'aise, qui sait gérer le stress. Mais là j'étais complètement paralysé. Ma mémoire n'était pas capable de comment dire, en improvisant ça passait, mais d'apprendre la tête par cœur, j'étais complètement perdu. Et j'ai repensé souvent à ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourtant, c'était pas un exercice, j'avais pas d'enjeu. C'était un exercice qu'on faisait durant le séminaire. Donc, il y avait pas de, j'avais rien à gagner, j'avais rien à perdre. Tu vois, c'était juste l'exercice. Et je pense que c'est justement lié à cette peur viscérale de si on fait pas les choses bien, eh bien, on risque de se faire rejeter. Et si on risque de se faire jeter, ben, on est rejeté, on est vulnérable, on est en danger. Parce que le corps, lui, moi, c'est comme si on m'attaquait avec une arme, tu vois. Ouais. J'ai vraiment eu, tu sais, quand tu es dans un combat, dans une situation vraiment dangereuse, tu as la même réaction, en fait. Ouais. Et C'est vrai comme à l'époque, là, peut-être 100 000 ans, mettons, là, tu sais, si tu te faisais rejeter, tu peux pas aller à la chasse nécessairement tout seul, là, avec une petite lance en bois, là. c'était fait. Ouais, ouais. Il y a ce côté. Et puis ça m'a fait vraiment réagir parce que j'ai lié cette approche de Marissa Peer avec ce qui m'arrive et aussi avec des gens que je coach qui ont des défis à parler en public au-dessus, au-delà de. Et c'est drôle, c'est souvent au-delà de 5 6 personnes. En dessous de ça, il n'y a pas de problème, ils sont à l'aise. Mais au-dessus, c'est comme s'il y avait une sorte de. Tu vois, tu vas au-dessus du foyer, au-dessus du nombre de personnes que tu peux avoir dans ta maison. Bah là, là ça devient un problème parce que tu rentres dans la communauté. Ah, ouais. Tant que tu as, tant que tu le petit côté chaleureux à la maison, que tu n'es pas d'accord, tu t'obstines, il n'y a pas de problème. Dans ta Ouais. famille, tu te fais rejeter, tu es comme, ah non, il y a un petit côté où ça gêne pas. Par contre, à partir du moment où c'est en dehors du foyer, ce nombre-là est assez symbolique, j'ai trouvé. Bah là, ça devient autre chose parce que là, il ne s'agit plus que de ta famille, il s'agit aussi de l'interaction avec des autres personnes, des huttes autour. Et que si là, ça va pas, on a un vrai problème. Donc, ouais, l'attention, je dirais que c'est intimement lié à tout ce genre de choses assez viscérales et que peu importe ta situation matérielle, au bout d'un moment, si, si tu n'as pas cette appartenance, si t'as pas si tu te sens pas partie de cette communauté et que tu n'as pas l'intention sur toi que tu aimerais avoir, tu as un problème. Peu importe ton niveau de vie, je dirais. Hmm. Puis, là, tu parlais de parler devant le public. Quelqu'un qui a cette part-là de parler dans le public, qu'est-ce que tu pourrais donner comme un conseil ou qu'est-ce que tu dirais pour vaincre cette part-là? Très bonne question. Je me suis vraiment plongé là-dedans récemment.
Bon, il y a des moyens techniques. Il y a des moyens techniques, notamment quelques-uns qui ont été donnés par le cours de Idriss Aberkan, qui est un très bon orateur francophone. Il dit, bon, bah déjà, vous faites vos recherches, hein. Pour éviter le syndrome de l'imposteur devant une foule, vous préparez votre speech, vous savez exactement de quoi vous allez parler, ça, c'est la base. Mais ensuite, vous préparez aussi des snacks oratoires, il appelle ça comme ça. C'est-à-dire une manière. Bon, pour lui, le but d'une présentation au public, c'est que le public repart avec trois choses. Ah, je ne savais pas. Ah bah, je suis bien content d'avoir appris ça aujourd'hui. Et ah bah, je vais en parler aux autres pour qu'eux aussi en bénéficient. C'est la réaction qu'il veut avoir de la part de son public. Et ça se prépare. Donc, avoir des anecdotes sur des choses relativement, comment dire, qui a priori ne seraient pas super excitantes, comme là, il a fait une présentation sur la comptabilité. Mais en fait, pour intéresser les gens au début de la présentation, à la base, tu vas te dire, ouais, ça va être relativement technique, c'est pas super dans l'émotionnel. Ah ben, il a amené le fait que la comptabilité existe. La comptabilité a été créée avant l'écriture. Et qu'en fait, l'écriture existe grâce à la comptabilité. Parce qu'il fallait échanger des choses, il fallait garder une trace de combien tu avais échangé. Donc, d'abord, on comptait, on faisait physiquement, là, on comptait les sacs. Et au bout d'un moment, c'était trop, il a fallu faire le suivi. Donc là, on a inventé l'écriture. Et là, tout de suite, tu démarres la présentation avec une autre approche, tu vois. Il y a un côté, ah ben finalement, on parle de quelque chose qui nous a été utile depuis la nuit des temps. Donc il y a cet aspect technique-là qui est indéniable, il faut préparer, il faut savoir de quoi on parle. Et puis après, bon, bah là, c'est la partie plus émotionnelle du coaching, c'est différent pour chacun. Je ne sais pas s'il y a un tips qui pourrait résumer ça. Mais moi, je dirais, dans un premier temps, c'est de voir c'est quoi le danger. Se poser quelques questions. Idéalement, avoir un coach et travailler l'émotionnel directement parce que, tu sais, chaque réaction physiologique, chaque réaction qu'on peut avoir, c'est toujours lié à un événement, à une histoire qu'on a pu vivre. Donc, je ne sais pas s'il y a une formule magique au côté émotionnel, mais clairement, c'est toujours lié à la valeur qu'on se donne à soi-même, qui a d'ailleurs la deuxième simplification et approche globale de Marissa Peer, c'est est-ce que je suis assez par rapport aux autres? Est-ce que moi, je me considère avoir de la valeur et est-ce que je considère que j'ai assez de valeur pour me présenter aux autres? C'est un peu comme on résume avec le syndrome de l'imposteur, mais je veux dire, si tu es convaincu que ce que tu as à livrer comme message est vraiment important et va apporter de la valeur aux autres, et bien vite le trac va s'enlever. Et d'ailleurs, c'est avec un des clients, j'en ai parlé, c'est ce qu'il me dit. Il me dit au début, je suis complètement paralysé. À partir du moment où je commence à rentrer dans mon flow, dans mon texte, dans ce que j'ai à transmettre, et ben le trac s'en va complètement. Parce que je suis à propos de qu'est-ce que je vais passer comme information aux autres, quelle valeur je vais leur donner. Et là, tout de suite, son attention, au mieux de penser à lui-même, comment il apparaît, est-ce qu'il est assez bon, blablabla, toutes ces conversations intérieures qui consomment énormément d'énergie, énormément de ressources, qui t'empêchent de te concentrer. Et bien là, à la place, il se focus sur le message et c'est l'information qu'il veut passer, et là, tout va bien, quoi. Après, bien sûr, l'éloquence, le rythme, le ton de voix, les snacks oratoires dont je parlais et les techniques entrent en jeu. Mais au moins, ton énergie est dédiée à la bonne chose. Tu n'es plus en train de, tu vois, comme moi sur scène, en train de paniquer, de me dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent les gens de moi? Je suis ridicule, je pensais que j'étais meilleur que ça. Tu vois, tout ça, cette conversation intérieure qui t'empêche d'être efficace et d'amener les gens à- à avoir une présentation qui vont retenir et qui vont conseiller aux autres, quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait penser, je me souviens plus c'est quoi son nom, je sais pas, je l'ai décrit à quelque part, là. Mais il y a un. Ah, je l'ai pas, mais il y a un gars qui dit pour tu sais, la confiance en soi, puis aussi pour ça le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de Mhm. monde qui dit il faut faire des affirmations, se regarder dans le miroir. Puis lui, il dit c'est pas ça qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est d'avoir une liste infinie de raisons de croire en soi. C'est pas Exact. de se dire qu'on est capable, mais faire de quoi, puis d'échouer, mais de faire de quoi.
jusqu'à temps que ça marche, puis il y aura une chose qui marche, une autre chose qui marche, une chose qui marche. Puis à un moment donné, tu as tellement de choses qui ont marché. C'est comme Mhm. pour y aller spécifiquement avec ça, parler devant un public. Plus que tu as parlé devant un public, puis que ça s'est bien fini, Mhm. plus que tu vas savoir que tu es capable de parler devant un public. Effectivement. Parce que faire des affirmations, j'ai aussi eu un problème avec ça. Je l'ai essayé et j'étais comme, bah, j'y crois pas moi-même en fait. Il me faut une preuve. Il me faut une preuve. Et le I am enough, je suis assez de Marie Sapir, c'est exactement à propos de ça. C'est que ben, il n'y a rien à prouver en disant que je suis assez. Tu sais, il y a pas de, comment dire, c'est une affirmation qui se tient à elle-même. Donc, c'est un bon début parce que tu peux te dire que je suis assez. Rien que le fait d'être né et de vivre et de respirer, ben, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit par rapport à ça. Donc ça, c'est parfait pour commencer. C'est une affirmation qui te relaxe, qui te calme. Ok. Déjà, là, j'ai, je suis assez. Point. Je vais arrêter de m'énerver, de m'exciter. Calmons-nous. Et la deuxième chose, c'est effectivement bâtir sa confiance en soi. Moi, c'était un truc que j'ai fait assez tôt dans ma vie, avec le peu de confiance en moi que j'avais étant plus jeune. C'était de me dire, bon, ok, si j'arrive à faire ça, c'était une petite étape, je sais pas, mettons qu'à un moment je m'étais mis à l'athlétisme. Bon, si j'arrive à faire allez, un 200 mètres en dessous de, je sais pas moi, je sais plus du tout c'était quoi les temps, mais mettons 40 secondes ou un truc comme ça, chiffre totalement au hasard, euh, ben, je vais me féliciter moi-même. Tu sais, je vais me considérer que j'ai atteint un palier. Alors, je l'atteignais pas tout de suite, je travaillais, je l'atteignais, mais je m'ouvrais des portes dans la tête comme ça au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Ou alors les études, bah, si j'arrive ce soir à finir cet exercice-là, euh, avant l'heure là, ben là, ça va me permettre de me dire, OK, tu sais, c'est comme si je m'auto assignais des récompenses. Mais c'est pas des récompenses, c'était plus des valeurs de moi-même. En fait, je me disais, si j'arrive à ce niveau-là, eh ben, je me considère être meilleur que ce que j'étais avant. Mm. Et ensuite, je repartais de là, OK, maintenant que je suis arrivé là, donc c'était plus une sorte de récompense mentale envers moi-même et qui me donnait, c'est un cercle vertueux. À chaque fois, je me donnais un peu plus confiance en moi-même. Ah non, mais ça, je sais que je suis capable. Je l'ai essayé l'autre jour. Je suis arrivé à ce niveau-là. Maintenant, je pousse à l'extrême. Après aussi, quand tu n'as plus envie, quand tu es en phase de dépression, ça peut être l'effet inverse. Et là, c'est dur parce que tu te dis, bon, je pensais que j'étais capable de faire ça, mais là, je suis même plus capable de me lever. En fait, je suis trop nul. Tu vois, tu te pousses vers le bas. Donc, c'est bien, de temps en temps aussi d'être bien entouré pour que dans les phases positives, tu puisses te tirer vers le haut aussi avec d'autres. Et dans les phases négatives, ben, quelqu'un que te ramène à la réalité et te dit non, mais c'est pas tout noir, garde une certaine distance par rapport à ce qui arrive, ça va aller mieux, tu vois. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, je vois ça que dans la vie, soit qu'on devient meilleur, c'est ça, on peut mettre des guillemets dessus, là, parce qu'il n'y a vraiment rien qui dit c'est quoi être meilleur, là, mais soit que notre vie va mieux, soit que notre vie empire. C'est Ouais. rare que vraiment ça stagne. Quand que ça stagne d'habitude, c'est que se rempire, c'est juste assez lentement qu'on s'en rende pas compte. Ouais, si ça stagne, je pense qu'il y a un problème, effectivement. La chose que je me suis dit à un moment, c'est bon, c'était beaucoup à propos du but de la vie, pourquoi il y a des événements. À un moment, je me suis dit, bon, en fait, la vie, c'est relativement simple. Tout ce qu'elle veut, la vie, c'est qu'elle veut que tu évolues. Tu regardes les plantes, tu regardes la nature, tu regardes les animaux. Il faut qu'ils évoluent, faut qu'ils testent, faut qu'ils apprennent. C'est un terrain de jeu. Donc, je me suis dit, OK, j'ai deux choix. Ou la vie va mettre la tête dedans, va me forcer à gérer des situations inconfortables. Ou alors, je m'y mets par moi-même en avance. Je vais au devant des défis et c'est moi qui conduis. Tu vois. Et justement, l'expérience Landmark, ça a été un peu ça, parmi d'autres. Euh, mais c'était un petit peu, bah, il n'y a personne qui nous obligeait à ce moment-là de nous inscrire dans un cours de développement personnel en groupe qui nous prenait tant et tant de cash pour aller 4 fois aux États-Unis. Tu vois, il y avait un engagement certain, il y avait un investissement certain. Personne ne nous avait jamais demandé de faire ça. Et puis, il n'y avait surtout aucun
gain financier promis à la fin. C'était juste que on voulait aller au-delà, tu sais, se développer au-delà de ce qu'on était, quoi. Et ça, bah, en fait, c'était une des meilleures décisions. À partir du moment où tu commences à prendre des décisions comme ça, tu investis en toi, tu te dépasses, tu te rends compte que finalement, tu as des schémas qui te retiennent à des niveaux inférieurs que tu n'as plus besoin. Donc, ouais, ça, c'est une. Je pense que c'est la meilleure manière d'aborder la vie, c'est de se dire, bon, c'est moi qui va me choisir mes défis. Au moins, si c'est compliqué, je saurais que C'est de ta c'est moi qui faute. l'aurais voulu. Ouais, c'est ça. Ça donne déjà plus de, comment dire, Hmm. t'as un peu plus envie de t'y frotter que si tu subis, quoi. C'est le monde, il y a beaucoup de monde qui veulent pas avoir de défis, qui veulent que la vie soit plus facile. Pourtant, tous les défis qu'on a dans la vie, la vie au final, premièrement, ça va être un paquet de défis. Mais si on les affronte pas, notre vie va juste être pénible. Si on les affronte, on va devenir meilleur, on va être capable, tu sais, d'avoir des plus grands défis à surmonter, d'être capable d'avoir plus de résultats dans la vie, une vie plus heureuse, plus épanouie. Je pense que les défis, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de courir après à la place d'éviter. Ouais, et puis ça, c'est un point qui m'a vraiment perturbé avec un ami très cher à moi qui était plutôt dans l'autre dynamique. À chaque fois que je lui parlais de coaching, de développement personnel, il était oh, laisse-moi tranquille avec tes affaires là. Moi, je suis bien, je veux être là, je veux profiter de la vie, je veux aller, tu vois, je veux prendre mon temps. Je veux pas me casser la tête à essayer de comprendre comment les humains fonctionnent et tout ça. Tout ça, je sentais que quand je lui parlais de ça, c'était un peu comme une agression presque, tu vois. C'était comme laisse-moi tranquille. Et en même temps, je voyais que bah, il me faisait toujours douter. Je me disais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être c'est ça le secret du bonheur. peut-être que peut-être que faut pas se poser toutes ces questions. Peut-être faut juste se laisser vivre et tu vois un peu le mouvement hédoniste là, vraiment. Mais finalement non, pas pour moi. Pour moi, et je pense que c'est différent pour chacun. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens ils peuvent passer leur vie à pas attendre grand-chose, à pas se pousser, à vraiment, j'appelle ça un peu flotter. Et ça peut peut-être très bien le convenir, mais intimement, en tout cas de mon point de vue, puis ça, vraiment, je pense que c'est différent pour chacun. euh, pour moi, ça c'est une sorte de mort. C'est une sorte de t'abandonnes, une sorte de euh, ouais, presque de gâchis en fait. Je sais que c'est un mot fort, puis qu'il y a des gens qui vont se dire c'est pas le cas pour moi. Donc vraiment, c'est point de vue personnel. Hein. Et les gens qui le vivent pas comme ça, je les juge pas. Vraiment, j'ai compris que c'est différent pour chacun et que chacun a son. Au début, je les jugeais complètement. Hein. C'était comme quelle bande de fainéants, ils gâchent leur vie et tout ça. Vraiment, avec le recul, je me dis que c'est peut-être un moment nécessaire. Ou d'ailleurs, on m'a fait me remarquer une fois, peut-être que il y a certaines personnes qui ont vécu des choses tellement intenses qu'ils ont besoin d'un moment de vide, d'un moment de, tu vois, calme Ouais. pour reprendre un équilibre. Donc, voilà. Je pense il faut se connaître soi-même, éviter de juger les autres, ce que je faisais beaucoup, et se focuser sur comment on peut contribuer aux autres. Ça, je pense, c'est ma version du bonheur, en fait. C'est te sentir utile. Et ça revient à ce qu'on disait avant. Dans la tribu, tu vois, est-ce que tu es utile pour les autres ou pas? Moi, j'ai trouvé ma manière d'être utile aux autres et c'est ça un peu le sentiment de plénitude parce que là, tu te dis, bon, bah, tout va bien. En fait, je suis là, je contribue aux autres. Je vois que c'est utile pour les autres, les conversations qu'on a. C'est un cercle vertueux, tu vois. Ça me rassure. Je me dis, bon, bah, finalement, je suis utile. Et je pense que l'étape d'après, c'est de se dire, bon, bah, j'ai pas besoin de contribuer aux autres pour me sentir en sécurité. Pas besoin de contribuer aux autres pour me sentir en sécurité. Je pense que ce sera la prochaine étape.